Maintenant un petit peu dans le vif du sujet, à savoir mais finalement qu'est-ce que c'est cette work-life balance et comment arriver justement à concilier cette vie professionnelle et cette vie privée. Alors, je dirais que pour pouvoir vraiment définir la work-life balance, il faut peut-être la repositionner dans son contexte. C'est-à-dire expliquer, mais finalement, pourquoi tout d'un coup on parle de work-life balance? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup on s'est intéressé au bien-être du collaborateur? Parce que finalement, être un collaborateur dans les années 30 ou un collaborateur aujourd'hui, il y a eu énormément de changements. Le monde a changé, il a d'autres besoins, il a d'autres attentes, il a d'autres compétences, et il va chercher autre chose. Donc finalement, le travail a évolué, et c'est donc dans cette évolution du concept de travail que véritablement s'inscrit la work-life balance. Ce que j'aimerais tout d'abord vous dire, c'est que le travail reste un vecteur d'identité sociale, a un rôle, permet de déterminer les gens par rapport à leur statut, c'est-à-dire que faire partie de la corporation des bouchers n'a rien à voir avec le fait d'être médecin, vendeur ou avocat, n'est-ce pas? Mais par contre, on peut dire qu'avec des différents mouvements sociaux, avec mai 68 qui est passé par là, on s'est rendu compte que le travail, c'était bien, boulot, métro, dodo, c'était une bonne chose, mais en même temps, on cherchait autre chose. À l'heure actuelle, les gens sont beaucoup plus individualistes. Ils se sont aussi rendus compte que, le travail, on peut se faire licencier du jour au lendemain. Donc, il y a véritablement eu des mouvements pour combattre la place prise par le travail et pour aller un petit peu au-delà. Donc, ces changements de perception du travail, ces crises, ces chômages, l'aspect aussi qu'on cherche plus de plaisir à se développer au sein de son travail, on cherche de l'autonomie, de la responsabilité, on veut pouvoir se développer aussi au sein des organisations, a fait que ce concept de travail a véritablement évolué. Et aujourd'hui, on a des revendications des collaborateurs pour mieux pouvoir intégrer la vie professionnelle et la vie familiale qui amène finalement à cette work-life balance. Donc le contexte a changé, le monde du travail a changé, et par conséquent, on veut pouvoir mieux intégrer, avoir un véritable équilibre. Alors, finalement, vous me direz, mais pourquoi les entreprises doivent aujourd'hui faire attention à cette work-life balance? Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Si je reprends la définition du Bureau fédéral de l'égalité, en fait, la work-life balance, c'est concilier activité professionnelle et la famille, tant pour les hommes que pour les femmes, afin qu'ils puissent assumer leur engagement et leurs responsabilités sur les deux fronts, d'accord ? Sans être pour autant pénalisés sur le plan du salaire, de la carrière, de la formation continue et de l'attribution des tâches. Donc vous me direz, véritablement un vaste programme. Effectivement, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire, pas forcément affirmer que c'est le cas dans toutes les organisations. Mais quoi qu'il en soit, c'est un mouvement, on va dans cette direction. Alors, qui dit équilibre ne veut pas dire forcément que c'est du 50-50, d'accord? Je ne veux pas avoir forcément un temps partiel à 50%, d'accord? Ça dépend véritablement des individus. Il y aura des personnes pour qui peut-être, je veux dire, sur leur totalité de vie, ils aimeraient que la part travail occupe un 80% et 20% la partie familiale. C'est vraiment une volonté individuelle. Par contre, il y a quand même cet aspect. Notre vie ne s'arrête pas, ne se cantonne pas en fait à la vie professionnelle. Alors pourquoi? Pourquoi on en est arrivé à ces éléments-là et qu'est-ce qui fait qu'une entreprise doit véritablement prendre en compte cet aspect d'équilibre? En fait, je vous ai dit tout à l'heure, le monde évolue, le monde change et il y a des facteurs qui interviennent et qui poussent en fait les organisations à avoir une gestion des ressources humaines qui est beaucoup plus dynamique, qui est innovante. Alors on peut choisir en tant qu'entreprise de soit rester attentiste et regarder ce qui se passe un petit peu et puis on verra bien demain, ou alors on peut choisir d'être véritablement proactif et de chercher à contenter, d'attirer, de fidéliser un maximum de collaborateurs. Alors, les différents changements, la première grande famille touche la population et la main-d'œuvre. Les autres changements sont relatifs à l'emploi et la structure du travail. Il y a aussi les tendances et les perspectives économiques qui évoluent, et puis la transformation des différentes valeurs sociales. Alors, si je vais un petit peu plus dans le détail,
Les changements qui touchent à la population et à la main-d'œuvre, eh bien, vous le savez tous, il y a à l'heure actuelle un ralentissement de la croissance de la population, si on prend simplement la pyramide des âges dans les organisations. Et là, Sarah, tout à l'heure, vous parlera un petit peu plus dans le détail au niveau chiffres aussi, par rapport à cette évolution-là. Quoi qu'il en soit, on sait qu'il y aura de moins en moins de monde sur le marché du travail. Donc, en tant qu'entreprise, il va bien falloir à un moment donné qu'on se pose la question de savoir mais comment conserver les collaborateurs que j'ai dans mon organisation, comment rendre les postes de travail le plus attractifs possible. Imaginons une entreprise qui a 25% de son effectif qui a plus de 50 ans aujourd'hui. Elle devra forcément à un moment donné se poser la question, mais comment est-ce que je peux renouveler en fait les collaborateurs, enfin le savoir par rapport à ces collaborateurs? Parce que tout collaborateur qui part à la retraite est un collaborateur finalement qui part avec énormément de savoir, avec des savoir-faire. Donc comment finalement conserver ces savoirs au sein de l'entreprise et comment réfléchir de manière proactive à l'évolution et aux changements qui vont avoir lieu en fait au sein de l'organisation. Donc la population évolue, il y a des changements au niveau de l'âge et on va devoir se poser des questions avec les départs à la retraite, avec tous ces éléments-là. Il y a de concert un ralentissement de la croissance de la main-d'œuvre, évidemment, qui va de pair. Et puis, il y a d'autres changements par rapport à la population. Il y a tout d'abord un désir des hommes aussi de baisser leur temps de travail et d'obtenir aussi des postes à temps partiel. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que lorsque vous occupez un poste à responsabilité, généralement, on vous demande que vous ayez un taux d'activité qui s'élève à 100%. Or, il y a aussi des papas ou des personnes qui font partie d'associations, de sociétés, etc., qui ont peut-être envie de pouvoir dégager du temps pour leur vie personnelle. Donc, c'est une réalité, les hommes veulent aussi baisser leur taux d'activité. Maintenant, il faut pouvoir leur donner toujours autant de responsabilités et baisser leur temps de travail. De même, les femmes, eh bien, elles souhaitent travailler. Elles occupent en général, lorsqu'elles ont des enfants, des activités à temps partiel, mais elles souhaitent aussi pouvoir augmenter leur temps de travail. Elles se sont formées, elles ont fait des études. Alors certes, elles ont des enfants, mais elles ont aussi envie de pouvoir travailler, pouvoir se développer, pouvoir se réaliser, avoir des responsabilités. Alors qu'à l'heure actuelle, on se rend compte que bien que dans les cursus de formation, il y a énormément de femmes. Si on regarde dans les postes à responsabilité, ce qu'on constate, évidemment, la grande majorité des postes à responsabilité sont occupés par des hommes. Donc il y a aussi ce désir venant des femmes de pouvoir travailler dans des postes correctement rémunérés, avec des capacités qui sont en lien avec leurs compétences. Et puis il y a aussi la décroissance du nombre de jeunes travailleurs. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes arrivent de plus en plus tard sur le marché du travail, ils sont de plus en plus formés, ils ont donc des exigences qui ont évolué aussi. Et par conséquent, c'est aussi toute une population active qui ne se retrouve pas sur le marché du travail. Donc il faut aussi réfléchir, mais comment on va faire en fait avec cette population? Donc voilà un petit peu pour les changements qui touchent à la population et à la main-d'œuvre. D'autres changements, ce sont des changements relatifs à l'emploi et à la structure du travail. On se rend compte aujourd'hui que la durée même du travail a changé. Auparavant, on travaillait beaucoup plus. Aujourd'hui, on travaille 40, 42 heures par semaine. En France, on travaille 35 heures. Donc, on voit que la durée même du travail a évolué. Et ce travail se fait aussi de manière plus diffuse. Alors, je ne parle pas si vous avez un commerce. Là, évidemment, c'est différent. Mais sinon, on peut très bien imaginer que le lien entre la vie professionnelle et la vie privée est devenu beaucoup plus flou. Avant, on quittait le travail, on fermait la porte, c'était derrière nous, c'était terminé. Aujourd'hui, email, Natel, etc., on peut continuer à travailler chez soi. Bien évidemment, ça dépend du secteur. Il y a aussi des changements touchant les professions exercées par les travailleurs. Il y a des professions qui disparaissent, par exemple typographe. Il y a des professions qui évoluent. Imaginez si vous êtes secrétaire et que vous êtes resté à l'ère de la sténodactylo. J'imagine qu'aujourd'hui, sur le marché du travail, c'est assez difficile de trouver un nouvel emploi. Donc, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent. Il y a même des personnes qui font des reconversions professionnelles, mais à 180 degrés. Je suis boulanger et tout d'un coup, je me rends compte que j'ai des allergies à la farine. Il va bien falloir que je puisse me reconvertir et trouver une nouvelle activité. Et puis on sait aussi que, on bouge beaucoup. Je vous parlerai de la mobilité tout à l'heure, mais qu'on va changer de plus en plus fréquemment de métier, carrément.
Donc notre carrière professionnelle a considérablement évolué. On n'est plus dans l'idée, je rentre dans une entreprise, j'y reste 30, 35, voire plus, 35 ans, voire plus. Et puis finalement, mon employeur, c'est un peu comme mon papa, je me fais des copains avec mes collègues. Aujourd'hui, ça bouge beaucoup plus, 3, 4 ans, et on change de travail. Donc ça demande une réactivité, évidemment, par rapport à ces éléments-là. En termes de perspective économique, il est évident que la manière dont je vais pouvoir utiliser mon capital humain va aussi dépendre de la situation économique générale. Est-ce qu'on est dans une situation où le marché du travail est très tendu, ou au contraire, est-ce qu'on est dans une situation où, au niveau de l'emploi, c'est plus facile? Il y a aussi les évolutions technologiques, le côté automatisation, robotisation, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'imagine lorsque maintenant on travaille dans le tourisme, un client potentiel peut très bien aller sur Internet, il connaît toutes les offres, toutes les prestations, tous les prix, il peut se faire une idée par lui-même. De même, on peut aussi attirer des candidats de manière différente. Je vais prendre 2 exemples. La première, McDonald's. Si vous allez sur leur site Internet, vous verrez très clairement en fait, quel est le type de collaborateur qu'ils ciblent. Ils ciblent essentiellement des jeunes et ils leur proposent de pouvoir faire carrière, d'avoir des formations, de pouvoir prendre des responsabilités. Et ils le font, si vous y allez, vous pourrez le constater vous-même, avec des tons, des tonalités, ça bouge, c'est très dynamique, très interactif. Enfin, ce n'est pas les quinquas qu'ils cherchent à recruter chez eux. On est bien d'accord. De même, un autre exemple, si vous allez sur le site internet de la Marine en France, vous pourrez constater qu'en fait, ils ont utilisé une manière assez rigolote en fait, pour attirer leurs candidats. Évidemment, c'est des jeunes. Donc, ils vont leur proposer en fait, de pouvoir intégrer leur site internet via un jeu vidéo. Donc, ils vont utiliser le jeu vidéo comme support pour attirer des nouvelles personnes. Donc, on est vraiment dans du marketing RH qui permet, en fait, en tout temps, et pas seulement lorsque je regarde, tiens, il me manque un collaborateur et je dois engager de nouveau, en tout temps, en fait, de donner une image de mon entreprise, de donner un signal clair auprès de collaborateurs potentiels. Et puis, bien sûr, il y a aussi l'ouverture des marchés étrangers et les délocalisations, qui dit concurrence, qui dit on est plein de monde sur le même gâteau, et le gâteau va devenir de plus en plus petit. Donc, il va bien falloir, à un moment donné, réfléchir à comment attirer des collaborateurs qui ont ce haut potentiel que l'on recherche. Il y a aussi la transformation des valeurs sociales, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, la valeur associée au travail. Ça n'a plus tout à fait la même valeur. Aujourd'hui, la place que l'on accorde au travail a diminué. Il y a aussi le développement des valeurs associées à la mobilité. Par exemple, aujourd'hui, on peut avoir des pendulaires qui travaillent depuis Sierre, en tout cas sur Berne ou sur Lausanne, sans aucun problème. Il y a quelques années en arrière, c'est tout à fait impensable. Ou en tout cas, c'était moins répandu. D'accord. Donc, il y a cette idée de mobilité. Il y a aussi le fait que, j'avais entendu un projet que j'avais trouvé très intéressant. En fait, c'était un projet de recherche qui était mené 24 heures sur 24. Parce qu'il y avait des chercheurs du monde entier qui travaillaient dessus, et avec le décalage horaire, en fait, ils arrivaient à travailler dessus. Il se passait le bébé, si je puis dire. Donc, ça nécessitait évidemment une grande coordination, mais il se passait le bébé, en fait, en fonction des fuseaux horaires tout au long de la journée. Donc, le projet pouvait avancer au fur et à mesure. Et puis, il y a ces fameuses valeurs associées à la retraite. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le temps présent d'il y a quelques semaines en arrière. Il y avait une femme qui témoignait et qui disait que le mot retraite, elle le trouvait carrément presque vulgaire, c'était presque une injure, en fait. Et j'avais jamais pris conscience, en fait, que dans retraite, c'est vraiment le côté retrait. On est mis de côté par rapport au monde actif, finalement. Alors que ces seniors, aujourd'hui, sont tout à fait dynamiques, ils ont encore plein de capacités, plein de compétences, ils ont encore envie de travailler, tout d'un coup, alors, il y a des gens, c'est clair, ils aiment bien partir à la retraite, mais quoi qu'il en soit, ils ont encore beaucoup de choses à donner au niveau professionnel. Donc, comment réfléchir à cette passation? Est-ce que ce passage à la retraite doit se faire de manière brusque? Tout d'un coup, on dit, allez, hop, demain, c'est la retraite, youpla hop, on boit l'apéro, puis on se quitte comme ça. Ou au contraire, on décide, tiens, ça peut peut-être se faire de manière plus progressive, de prendre un peu plus de temps, etc. Donc, c'était un peu aussi les réflexions de Sarah. Alors, différentes pistes pour les entreprises et les personnes aussi. C'est clair qu'au niveau de la work-life balance, je ne vais pas arriver en vous disant, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ça la bonne méthode, c'est ça qui est facile. Parce que, vous le savez, en ressources humaines, la bonne méthode n'existe pas. Tout dépend du contexte, de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, etc. Donc, j'ai envie de dire, c'est le b.a.-ba de la sauce tomate.
à vous d'adapter votre recette. D'accord ? Est-ce que je veux un peu plus de coriandre, un peu plus de poivre? Enfin, à vous de voir comment vous pouvez finalement prendre ces mesures, les faire vôtres, hein, et puis utiliser de la créativité pour se dire tiens, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Annualisation du temps de travail, peut-être que, je vous ai dit, pour un commerce, c'est pas possible. Horaire flexible non plus, vous ne pouvez pas décider un jour, tiens, on ouvre à 8 heures, un jour, ouais, j'ai pas envie de venir, on ouvre à 10 heures. D'accord ? C'est une mesure qui n'est pas possible. Par contre, il y aura peut-être d'autres choses qui vous permettront justement d'aller vers cette conciliation. Alors, flexibilité du temps de travail, avec des horaires mobiles, l'annualisation du temps de travail, etc. Très utile, par exemple, dans le monde du tourisme, qui a cette spécificité, à savoir la saisonnalité. Et donc, bien, on travaille dans les grandes périodes et on peut récupérer ses heures dans les périodes creuses. D'accord ? Le travail à temps partiel, évidemment. Les congés pour les parents, que ce soit des congés maternité, paternité, des prolongations possibles des différents congés, congés parentaux. Ça peut être aussi, par exemple, j'ai mon enfant malade, qu'est-ce que je fais au secours? Eh bien, je téléphone et j'ai droit à un certain nombre de jours de congés parce que mes enfants sont malades. Ça peut être le télétravail, et ça, M. Calbert-Mater, tout à l'heure, vous parlera mieux que moi. Ça peut être l'aide à l'accueil des enfants, donc crèche, garderie. Ou bien aussi le développement personnel. Et là, par exemple, j'aimerais vous donner une petite illustration en termes de formation continue. Aujourd'hui, on a plutôt l'habitude, en tout cas, d'avoir des formations qui sont en lien avec l'activité professionnelle quotidienne des collaborateurs. Mais on peut très très bien imaginer, il y a déjà des entreprises qui ont fait ce pari ou ce choix de proposer des formations continues qui ne sont pas forcément directement liées avec les activités professionnelles. C'est aussi un choix d'entreprise, c'est un choix stratégique, mais ça peut être un collaborateur a envie de se lancer dans une activité qui n'est pas en lien avec son activité, on lui propose quand même la possibilité de suivre les cours dans le cadre de son travail. Et puis j'ai mis le réseautage, là je faisais un petit peu le lien avec le portail Career Woman, c'est plus pour les personnes, mais il est vrai qu'en tant que femme, c'est pas toujours évident de maintenir son réseau. On ne fait pas de foot, on n'a pas fait le service militaire, généralement, on va dire. Et donc, on ne fait peut-être pas partie du Rotary et autres associations. Donc, comment pouvoir réseauter, sachant que le soir, nous devons rentrer assez rapidement pour s'occuper de nos enfants. Donc, en termes de réseautage, comment pouvoir conserver ce réseautage, sachant aussi qu'en tant que femme, nous avons bien souvent, ce n'est pas une généralité, mais bien souvent de la peine à nous vendre. Donc, c'est aussi de trouver cette solution pour allier les deux. C'est aussi avoir peut-être une entreprise toute bête qui ne met pas les séances de travail le mercredi. Parce que le mercredi, on sait bien qu'en général, les enfants, il faut les amener à l'activité X, l'activité Y, et puis que ça devient difficile. Ou ne proposer, les séances de travail, on ne les fait pas au-delà de 18h ou 18h30. Donc, vous voyez, en termes de mesures, c'est vraiment très vaste, très divers, et ça vous permettra, j'espère, de vous faire un petit peu plus une idée à ce. Maintenant, alors, les pistes. J'ai pris 4 outils, en fait. Le premier, j'ai envie de dire, c'est ma Bible. Mais c'est le manuel PME Travail et Famille qui a été réalisé par le secrétariat d'État à l'économie, donc le SECO, en 2007, et qui visait vraiment en fait à proposer des mesures pour les PME, donc ça vous concerne directement, par rapport à cette capacité de concilier vie professionnelle et vie familiale. Et si vous allez dans le document, vous pourrez voir qu'il y a les différentes mesures, alors que ce soit flexibilité du temps de travail, enfin un petit peu ce que je vous ai expliqué jusque-là, il y en a d'autres, et puis aussi des témoignages de patrons, qui explique, en fait, finalement, quel a été le coût, quel a été l'investissement, parce que c'est aussi une histoire de sous, quand même. Comment ça se passe, est-ce que ça a été facile à mettre en place, etc. Alors, par exemple, il y a un responsable d'hôtel qui avait proposé, en fait, à ses collaborateurs, quand les enfants avaient l'âge requis, en fait, de venir manger à midi dans l'établissement. Ça a évité de devoir les placer, etc. Et aussi de pouvoir utiliser la piscine de l'établissement pendant les heures libres où il n'y avait pas trop de clientèle. C'est des petites mesures et je ne pense pas que c'est des mesures qui coûtent vraiment très très cher. Autre étude, celle de l'association VIA2, qui a fait une enquête par rapport aux mesures proposées aux employés dans les organisations privées et publiques sur l'arc lémanique. Donc là, vous trouverez aussi quelques indications. Et puis, là, tout récemment, en fait, je fais un petit coup de pub. L'Institut Économie et Tourisme, via M. Gaillard et Mme Duc, a été mandaté par le secrétariat à l'égalité et à la famille du canton du Valais pour analyser finalement quelles étaient les mesures de conciliation de vie professionnelle
professionnelle et familiale auprès des entreprises du Valais roman. Les résultats en fait, de cette enquête seront présentés la semaine prochaine, le 19, pour la deuxième matinée interentreprise à 9h dans le bâtiment de l'association valaisanne des entrepreneurs à Sion. Donc, si ça vous intéresse, vous avez bien évidemment le site Business Valais, mais aussi les renseignements sur le site de l'État des Valais sous la rubrique Secrétariat à l'égalité et à la famille. Et puis, dernière étude, l'analyse des coûts-bénéfices d'une politique d'entreprise favorable à la famille, réalisée par Prognos. Donc ça, c'est quelques outils, quelques pistes, si vous souhaitez creuser un petit peu le sujet par rapport justement à ces éléments-là. Et pour dire que l'actualité continue, c'est une news qui est tombée sur notre site en lien avec la Confédération, où les entreprises qui offrent les chances égales aux hommes et aux femmes peuvent bénéficier d'un soutien financier de la part de la Confédération, où le Bureau fédéral d'égalité entre femmes et hommes met à disposition environ 1 million par an. Donc les prochaines dates limites pour présenter les projets est fixée au 31 mars 2010. Donc, si ça vous intéresse. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais passer maintenant la parole à Marianne Erny, qui va venir présenter le portail Career Woman.